Nous voilà arrivés à l'intervention de Rose Touroud, que j'appelle à la tribune, qui est donc vice-présidente de l'UNAFAM, en charge de la problématique handicap, référente nationale MDPH et des droits des usagers, et membre du conseil d'administration de Santé Mentale France et de Premiers Secours. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de PowerPoint. Effectivement, il m'a été demandé de traiter de cette question, se rétablir, qu'est-ce que ça signifie pour les familles? Alors déjà, la première question que l'on va se poser, c'est pourquoi parler de famille aujourd'hui? Puisque ce matin, par exemple, on a fait le parallèle, Michel Hamon a fait le parallèle avec les personnes qui souffrent de diabète, qui souffrent d'hypertension. Dans ce cas-là, il est bien rare de se poser la question, mais les familles de la personne qui a un diabète, qu'en est-il? Alors que pour nous, il est tout naturel, dans ces colloques comme dans tous les autres, de s'intéresser aux familles des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants. Alors pourquoi? D'abord, il faudrait faire un petit rappel du regard sur le rôle des familles qui a été porté au fil des années lorsque survient la maladie psychique. Et ce regard a évolué. Au siècle dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1960, la famille était bien souvent considérée comme pathogène. Et les mères particulièrement, pointées du doigt comme responsables souvent de la schizophrénie de leur fils ou de leur fille. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont beaucoup évolué puisque nous en sommes à nous poser la question, est-ce que la famille peut être un outil de rétablissement de la personne qui vit avec des troubles psychiques sévères et persistants? Alors, il faut dire qu'il y a quand même un long chemin qui a été parcouru. On n'a pas fait ce saut gigantesque en une seule fois, puisque à partir des années 80, la famille n'est plus considérée comme pathogène, mais comme possiblement alliée à l'équipe de soins. Ensuite, on est devenu aidant familial. C'est encore autre chose. Ce recours à l'aidant familial s'est considérablement banalisé, à telle enseigne aujourd'hui qu'on parle d'aidant naturel. Et je récuse ce terme, parce qu'il n'est absolument pas naturel d'être l'aidant d'un proche qui souffre d'une maladie ou d'un trouble psychique sévère et persistant. Il n'y a rien de moins naturel. Aujourd'hui encore, on nous considère bien souvent comme des partenaires de soins. Et donc la famille, aujourd'hui comme hier, pallie les carences en termes de structures de soins et d'établissements et services médico-sociaux. Et elle est souvent considérée, dorénavant, comme l'allié de l'équipe traitante. Nous sommes donc devenus des familles compétentes. Alors, c'est un peu paradoxal, vous allez me dire, parce que je pense que la question a été posée ce matin par un de mes collègues de l'UNAFAM, famille comme moi, de se dire mais on n'arrive pas à communiquer avec le médecin ou l'équipe soignante de notre proche malade alors qu'il habite chez nous et qu'on s'en occupe au quotidien. Comment ça se fait? Bon, peut-être qu'il faut quand même s'interroger aussi s'il ne subsiste pas comme ça en arrière-fond, même peut-être inconscient, le fait que la famille peut quand même être un petit peu responsable de la maladie de son proche. Bon. C'est peut-être pas encore tout à fait évacué, cette affaire-là, mais en même temps, nous sommes considérés comme une ressource inépuisable. Alors, quelle est la réalité du vécu des familles aujourd'hui, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants? Je vais faire référence à une enquête de Mediaprism qui a été faite pour l'UNAFAM en 2017. À peu près 3000 familles de l'UNAFAM ont répondu, ce qui n'est quand même pas anodin, et il en ressort qu'aujourd'hui, 30% des personnes qui vivent avec une maladie et un handicap psychique sévère vivent dans leur famille, personnes adultes. Moins de 6% de ces personnes ont une aide à domicile, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, pas celles qui vivent dans les familles. 8% des personnes handicapées psychiques bénéficient d'un accompagnement par un SAMSA, 8% d'un accompagnement par un SAVS. Alors faites le calcul, ça fait 92% qui n'en ont pas.
Ce qui l'apparaît également, c'est que l'accompagnement au quotidien est aujourd'hui assuré par la famille à 75% des cas, ce qui est quelquefois bien difficile à assurer. Et beaucoup de familles aujourd'hui estiment qu'elles ne devraient pas assumer seules cette charge et qu'elles souhaiteraient un accompagnement global par des professionnels pour, évidemment, un meilleur accompagnement de qualité aussi de leurs proches et l'engagement dans un processus d'autonomisation. Et c'est là qu'on va arriver également à cette notion de se rétablir en santé mentale. Donc, ce lourd transfert sur les familles de l'accompagnement des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères depuis la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire depuis les années 60-70, et la fermeture des lits en psychiatrie, dont a parlé Christine ce matin, ce lourd transfert, il est encore bien là aujourd'hui. Et nous sommes là, nous, vivants, pour en témoigner. Le plan psychiatrie et santé mentale de 2011 à 2015 institue d'ailleurs la famille dans ce rôle et cette fonction d'aidant et même de prolongement ou de substitut du soignant. Parce qu'il écrit « Ce plan est l'occasion de rappeler que l'entourage est une ressource essentielle dans l'évaluation de la situation de la personne et un relais potentiel dans l'accompagnement et le rétablissement. » Et poursuit que le rôle de l'aidant va bien au-delà d'un soutien moral, il est présent pour aider la personne à soigner et gérer sa maladie, et notamment pour anticiper et traverser les moments de crise. Oui, c'est même écrit dans ces fameux plans. Or, quels sont les effets des troubles psychiques, et notamment sévères et persistants, sur les membres de l'entourage familial? Et c'est à dessein que je parle des membres de l'entourage familial et pas de l'aidant familial identifié comme tel. Parce que dans l'entourage familial, il n'y a pas que la personne identifiée comme aidant familial. Il y a également, le plus souvent, les frères et sœurs, les fratries, dont on ne parle quasiment jamais. Or, quand survient la maladie psychique au sein d'une famille, comme beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, qui peuvent être sévères, voire chroniques, ce n'est pas la seule maladie, mais les témoignages sont tous très éclairants à ce sujet. Et je vous renvoie à une étude très intéressante qui a été écrite par Catherine Legrand-Sébille et Annick Ernoult, qui s'intitule « Parents de grands ados et de jeunes adultes hospitalisés en psychiatrie ». C'est très intéressant. Tout d'abord, tout le monde témoigne d'un véritable état de choc. Ça passe d'ailleurs effectivement par ce que vous avez dit tout à l'heure, le déni. C'est pas possible. Le déni est une forme aussi, je dirais, de protection face à une situation insupportable. Même si au fond de soi, on sait bien qu'on n'est pas dans le déni au fond de soi. On peut être dans le déni dans les mots, mais pas forcément au fond de soi. C'est la colère aussi, on passe par de la colère, ça peut passer aussi par un état dépressif, une forme de résignation avant d'arriver à une acceptation de la situation. Il y a donc différentes étapes d'un très lent processus dont on parlait ce matin. Il faut parler également de grandes situations de détresse, de culpabilité, d'autostigmatisation, comme ça a été dit ce matin, avec des conséquences physiques et psychologiques très négatives. Différentes recherches ont révélé que la proportion d'aidants familiaux qui ressentent une détresse est 3 fois plus grande que celle retrouvée dans la population générale. Donc, quels sont les besoins des membres de la famille ? Pour nourrir la réflexion sur les besoins des familles, je vais m'appuyer sur le modèle CAP du Québec. Pourquoi ? Parce que la Fédération québécoise des familles et amis de personnes vivant avec des troubles psychiques a rédigé avec l'UNAFAM un petit guide à destination des familles et de l'entourage qui s'appelle « L'indispensable » et que vous pouvez télécharger sur notre site de l'UNAFAM, et où ce modèle CAP, d'ailleurs, est tout à fait expliqué. Il fait référence aux 3 rôles auxquels les membres de l'entourage peuvent s'identifier, chacun étant assujetti à des besoins spécifiques. Le premier rôle, c'est le rôle de client. Client, ça c'est le terme québécois. Mais on peut se l'approprier, c'est-à-dire que nous, familles, nous sommes usagers familles des services de santé. Parce que les retentissements de la maladie de notre proche sur les membres de toute la famille sont multiples. Et à cet égard,
tous les membres de la famille doivent également prendre soin de leur santé, que ce soit leur santé psychique ou leur santé somatique. Ils ont le droit de réclamer des services en vue de diminuer leur détresse et de s'adapter au mieux à la situation. C'est ce que nous faisons et ce que nous n'obtenons jamais, pas du reste jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième rôle, c'est le rôle d'accompagnateur de la personne vivant avec des troubles psychiques. Et nous avons, pour cela, besoin d'être pris en considération par les intervenants, de pouvoir partager des informations, d'être entendus. Comment peut-on améliorer cette situation ? Ça, c'est une question que l'on peut se poser pour l'élaboration des projets territoriaux de santé mentale. Troisième point de CAP, partenaire, c'est-à-dire qu'à titre de partenaire, c'est la reconnaissance du droit des membres de l'entourage à s'investir dans l'organisation des services de santé mentale. Et cela se fait par la voie notamment des mouvements associatifs. Par exemple, nous participons, nous collaborons aux diagnostics territoriaux partagés en santé mentale et à l'élaboration des PTSM. D'où la nécessité, là encore, pour la collectivité de soutenir les associations de familles et d'usagers. Alors, les besoins des familles sont multiples. Ce sont d'abord des besoins d'information afin de comprendre, de se repérer face à la maladie, face au handicap, face aux aides existantes. Besoin également d'apprendre de nouvelles connaissances, d'acquérir des habiletés pour composer avec la situation, de s'outiller, pour mettre en place des stratégies d'adaptation, pour maintenir une attitude positive. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'est moins naturel que d'accompagner un proche qui est frappé par des troubles psychiques sévères et persistants. Donc, il faut bien, effectivement, maintenir une attitude positive. Comme on a dit ce matin, il faut que la personne ait une attitude positive. C'est joli à dire, mais enfin, il faut pour cela pouvoir être aidé et outillé. On a besoin aussi de temps pour soi. Et on en manque cruellement souvent. Et pourquoi ? Parce qu'on a besoin, nous-mêmes, en tant que famille, membres de la famille, de se réapproprier notre propre vie. Et ça, c'est valable, pas seulement dans le champ du handicap psychique, de nombreuses situations de handicap. Donc, ce principe d'action spécifique de soutien pour les familles et les aidants est inscrit dans les objectifs des politiques de santé mentale en France. Je vous l'ai dit, pour les PTSM, pensez-y. La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge stipule « L'Agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, actions menées par les établissements de santé et par les associations. » Alors, en réalité, faisons le bilan de ces actions qui sont menées, notamment par les établissements de santé, d'actions de soutien en direction des familles. Je vous laisse faire le bilan dans vos départements. Alors, maintenant, nous avons l'arrivée du concept de rétablissement dont on parle aujourd'hui. Je voudrais dire tout d'abord qu'il est très important de s'entendre sur la signification de ce terme qui est sujet à de très nombreux malentendus. Ce concept de rétablissement, en effet, peut être très mal compris. Il pourrait laisser entendre parfois qu'on peut, dans toutes circonstances, remonter la pente, faire disparaître les difficultés, voire les incapacités. Cette image est une image encore très vacillante, et elle est encore pour beaucoup, parfois, dans les inégalités d'accès aux droits dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychiques sévères et persistants. Donc, il faut être très pédagogue sur cette notion, et c'est pourquoi des journées comme aujourd'hui sont très importantes, sur cette notion, ce concept de se rétablir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'aujourd'hui, dans certaines instances d'accès aux droits, que je ne nommerai pas, il suffit de dire la personne est stabilisée. Après, on va dire ah bah oui, mais les personnes handicapées psychiques, elles peuvent se rétablir. Bon, elle est stabilisée, elle va se rétablir, tout va très bien, donc il n'y a plus besoin d'aide, ni d'aide spécifique. Donc ça, c'est l'effet inverse de celui recherché.
Donc l'arrivée de ce nouveau paradigme de rétablissement suppose, on l'a vu tout au long de la journée, de nouvelles pratiques. Mais ça a une incidence sur l'entourage des familles des patients, bien évidemment. Or, la dimension familiale reste à ce jour peu prise en compte dans les réflexions et la littérature. Parce que la question des retentissements sur l'entourage, oui, que je viens d'évoquer, est rarement prise en compte, car ce type d'approche, généralement, suppose de considérer l'entourage comme suffisamment solide et aidant, par exemple, pour permettre les soins à domicile. Quand on nous parle aujourd'hui d'accélérer le virage ambulatoire, de quasiment supprimer les hospitalisations, même en temps de crise, quelle réflexion est menée sur au domicile du patient? Qui habite au domicile du patient? Qu'est-ce qui va se passer au sein de ce domicile? Est-ce qu'on peut envisager une hospitalisation à domicile? Qui va faire le travail? Quel retentissement sur les membres de l'entourage, sur les jeunes qui vivent au domicile, sur les frères et sœurs éventuellement? C'est très rarement considéré, cela. On a malheureusement, effectivement, je sais que les réductions des hospitalisations, ça peut être tout à fait argumenté et bien argumenté. Il ne faut pas non plus que ça serve de variable d'ajustement économique. Donc, ce concept de rétablissement, pour nous les familles, est très important, et c'est pour ça qu'à l'UNAFAM, nous le soutenons avec beaucoup de force, parce qu'il introduit de l'espoir. Il permet de sortir de la vision pendant trop longtemps catastrophique des troubles psychiques et de la vie avec un de ces troubles. Donc c'est cette notion-là d'espoir qui est fondamentale, essentielle. Maintenant, est-ce que la famille est impliquée dans le rétablissement de la personne malade? Est-ce qu'elle est perçue comme une ressource, comme une valeur ajoutée dans ce rétablissement? Est-ce qu'elle peut être un outil de rétablissement du proche? Et si oui, quel impact a cette approche, cette nouvelle approche, sur ce quotidien de la famille, sur son vécu, sur son bien-être? Quels sont les rôles attendus des membres de l'entourage dans le rétablissement de leurs proches? Parce que si on nous dit que l'entourage a un rôle à jouer, mais quels sont ces rôles? Et avec quels outils et quels soutiens? Donc, comment ces proches, cet entourage, cette famille, comment peuvent-ils favoriser le rétablissement et comment peuvent-ils aussi favoriser leur propre rétablissement? Parce que nous, familles, nous avons aussi à faire notre rétablissement. C'est-à-dire, nous sommes concernés par ce processus. Se rétablir, ce n'est pas uniquement quand survient au sein d'une famille un trouble psychique sévère et persistant. Se rétablir, ce n'est pas seulement le parcours de la personne concernée par les troubles, c'est exactement également le parcours de l'ensemble des membres de la famille. Et donc, pour que la famille joue un rôle dans le rétablissement de son proche, il va falloir pouvoir acquérir un savoir-faire, des comportements, des compétences qui permettront de le faire. Il faut reconnaître ses forces et ses limites. Il faut apprendre à s'adapter aux changements occasionnés par l'irruption de la maladie. Pour aider, il faut se faire aider. Nous avons besoin d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes en tant que membres de la famille pour éviter l'épuisement, pour éviter l'isolement. Nous avons besoin également d'être accompagnés pour garder espoir, également aussi pour nous défaire des préjugés dont nous sommes également les victimes, qui souvent sont fondés sur la peur et sur le jugement des autres. Donc la famille a un parcours de rétablissement à accomplir pour elle-même, pour aller mieux, pour faire avec la maladie psychique de son proche, pour apprendre à vivre avec la situation, pour pouvoir penser ce que j'appelle la voie des possibles. Parce que trop longtemps, on s'est mis dans la tête que tout était devenu impossible, et pour notre proche et pour nous. Et il faut apprendre maintenant, dès le démarrage, à penser la voie des possibles. Il faut aussi pouvoir apprécier chaque victoire, je dirais, sur les effets dévastateurs de la maladie. C'est-à-dire que je dois, moi, par exemple, en tant que membre de la famille, moi aussi, je dois me rétablir.
pour pouvoir également être un soutien pour mon proche, hein. Donc, car émotionnellement, évidemment, chacun, on l'a dit tout à l'heure, vit un état de choc. Il faut trouver donc des réponses aux questionnements, etc. Donc, bien outillés, bien aidés, les familles et les membres de l'entourage peuvent soutenir certainement le rétablissement de leurs proches de manière positive et se rétablir elles-mêmes. Parce que sans soutien, ça c'est essentiel, sans soutien, la détresse de l'un va renforcer la détresse de l'autre. Et ça, c'est inéluctable. Et donc, favoriser l'autonomie et le rétablissement de son proche, oui, bien entendu, mais pas tout seul. Nous, membres de la famille, entourage, on ne peut pas le faire tout seul. On n'est pas des surhumains. Et donc, pour encourager l'appui des familles au rétablissement de leurs proches malades et handicapés et leur permettre de se rétablir, il est essentiel de s'entendre sur leur rôle et sur leurs besoins et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre. Alors, il y a plusieurs choses. Je cite par exemple une action qui vient de se mettre en place. Alors, il y a toutes les actions, on a dit, notamment ce qu'on appelle psychoéducation des familles. Il y a toute l'offre de l'UNAFAM, que je ne vais pas détailler ici, mais tous les ateliers prospects, les groupes de parole, enfin tout ce que l'on veut. Il y a le programme Pro-Famille. De ci, de là, il y a des programmes d'éducation thérapeutique à destination des familles qui devraient figurer dans tous les PTSM. Il faut des programmes de soutien et de psychoéducation des familles alliés avec l'éducation thérapeutique des patients dès l'entrée dans la maladie. Dès l'entrée dans la maladie. Là encore, il ne faut pas attendre 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est très important. Donc l'occasion aujourd'hui, elle est là. Dans les PTSM, n'oubliez jamais cela. Donc faire reconnaître les besoins spécifiques des familles de personnes vivant avec des troubles psychiques sévères et persistants, obtenir des réponses à ces besoins, c'est un enjeu très important, à la fois pour les familles, bien sûr, mais quand je dis les familles, c'est toute la famille, dont la personne qui est concernée par ces troubles psychiques. Ça, c'est une revendication très, très forte de l'UNAFAM, de nous tous les familles, de toutes les familles. Et c'est une revendication qui est couplée tout naturellement avec la revendication relative à l'accès aux droits de nos proches, afin qu'ils puissent s'inscrire dans un parcours de rétablissement. C'est notre combat à l'UNAFAM, soyons très clairs, hein. Et nous sommes une association de famille, comme j'ai cité tout à l'heure la FAPAM au Québec, hein, et qui est une combinaison, peut-on dire, à la fois d'expertise par expérience, c'est ce que l'on appelle l'expertise par expérience, de détermination, de persévérance, de solidarité et d'espoir. En conclusion, je dirais que ce concept de rétablissement va-t-il être bénéfique pour les familles, puisqu'il arrive en France, hein. On espère que ce concept de rétablissement va être le fil rouge des actions à mener et des politiques. Est-ce qu'il va être bénéfique pour les familles? Est-ce qu'elles cesseront d'être considérées seulement comme un lieu thérapeutique, comme un service ou un établissement médico-social, comme la solution des sans-solution, comme la solution pour maintenir la personne dans son milieu? Est-ce que nous serons moins considérés comme des aidants familiaux, comme une ressource inépuisable? Parce que si l'offre sanitaire, dont on a beaucoup parlé ce matin, avec la réhabilitation psychosociale, avec la continuité des soins, avec l'accès aux soins somatiques, tout ce qu'on a dit de façon tout à fait remarquable, ce que nos professeurs nous ont expliqué ce matin, si cette offre sanitaire couplée immédiatement avec un suivi social et médico-social nécessaire au processus de rétablissement de nos proches se développe. Si les pratiques orientées rétablissement se généralisent et que l'accès aux droits devient effectif, si les réponses aux besoins des familles sont élaborées très tôt, alors nous, familles, nous pourrons redevenir des pères, des mères, des frères, des sœurs, des sujets. Nous ne serons plus contraints d'assumer silencieusement le seul rôle réducteur d'aidant familial.
Se rétablir, donc, reprendre le contrôle de sa vie. Ne pas être réduit à la maladie, si dure soit-elle, ni à la souffrance psychique. Eh bien, effectivement, c'est l'affaire des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, mais c'est également l'affaire de leur famille. Donc, pour terminer, un dernier mot, et je dirais que je reviendrai à l'introduction et à l'annonce qu'a faite le professeur Passerieux ce matin de la grève des acteurs de la santé publique en France, grève qui a tout le soutien de l'UNAFAM. Parce que nous nous battons pour quoi tous ensemble? Eh bien, pour une réelle prise en compte des besoins des personnes. Évidemment, nous sommes en psychiatrie, donc des personnes qui ont et qui vivent avec des troubles psychiques. Pour l'accès à leurs droits et garantir l'accès à leurs droits. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des menaces qui pèsent sur l'allocation adulte handicapé. Vous savez qu'aujourd'hui encore, les personnes handicapées psychiques n'ont quasiment jamais accès à la prestation de compensation du handicap, etc., etc. Donc c'est le sens de notre combat. Nous nous battons pour que des moyens soient dégagés, pour qu'également, et ça c'est essentiel, pour qu'il y ait une véritable stratégie globale et non pas seulement une stratégie sanitaire hospitalo-centrée. Il nous faut un vrai plan. Que les expérimentations et les exceptions dont on a parlé ce matin deviennent la règle. On sait ce qu'il faut faire. Il nous faut une réelle volonté politique pour mettre en œuvre une stratégie globale. Nous n'avons pas besoin d'un délégué ministériel à la psychiatrie en santé mentale. Nous avons besoin d'un délégué interministériel. Pas ministériel, interministériel. Parce que vivre avec des troubles psychiques sévères et persistants, c'est pas seulement avoir affaire à la psychiatrie, c'est pouvoir accéder à un logement, pouvoir accéder à des accompagnements, pouvoir accéder à des activités, faire en sorte que la société ne vous rejette plus, c'est ça l'accessibilité. Et ça concerne tous les ministères. Nous avons besoin d'un délégué interministériel. Et la feuille de route, c'est une feuille de route santé mentale et psychiatrie. Ça n'est pas que l'offre de psychiatrie. On l'a vu ce matin, c'est très important ça. C'est tout l'ensemble. Et ça, il faut vraiment que l'on se persuade de cela, il faut que ça mène notre combat. Et le concept de rétablissement, c'est ça qui sous-tend finalement toutes ces actions-là et tout ce regard-là que nous portons et toute cette exigence d'une stratégie globale en santé mentale. Voilà, merci. Eh bien, merci Madame Touroud.